d'être venu écouter cette présentation du livre qui est donc sorti tout juste l'an dernier, en novembre-décembre 2018, sur Écouen, un balcon sur la plaine de France. On va vous le présenter à deux, Chantal Haussard-d'Orléans et moi-même Judith Ferstel. On est donc deux des auteurs de l'ouvrage. Chantal va justement vous expliquer à quoi répond cette publication et dans quelles circonstances elle est née. Peut-être juste le micro. Est-ce que vous entendez bien? D'accord. Même son micro, à mon avis, vu la taille de la salle. Je ne sais pas, je crois qu'ils enregistrent. Alors d'accord. C'est à moi? C'est à toi. Alors, déjà, on peut se poser la question de pourquoi et quoi. Alors, donc en fait, ici, aujourd'hui, c'est le service patrimoine et inventaire de la région qui est là en tant que spécialiste du patrimoine. Et pourquoi est-ce que moi, du CAIE du Val d'Oise, je suis là? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CAIE, je vais dire quand même en deux mots, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc, c'est une structure qui a été créée par la loi sur l'architecture en 1977 et qui a pour mission, comme son nom l'indique, donc des missions de conseil, notamment auprès des collectivités, et c'est départemental. Donc moi, je suis dans le Val d'Oise, et en fait, on a travaillé à partir de 2013 à la demande de la commune d'Écouen sur l'identité patrimoniale de ce territoire, et l'idée était effectivement de voir comment on pouvait, le château, bien entendu, le Musée national de Renaissance a une réputation nationale et mondiale. Le bourg d'Écouen, personne ne connaît trop, et en réalité, il y a des liens très forts, et il y a besoin que ce bourg soit mis en valeur pour que les gens qui viennent voir le château ne repartent pas au bout d'une heure et viennent un peu se promener dans le bourg et comprendre les liens qu'il y a eu. Donc nous, on a fait des études qui n'étaient pas du tout aussi savantes que ce que fait l'inventaire, mais qui ont suffisamment déjà mis des bases qui ont fait que la commune d'Écouen et le service patrimoine et inventaire ont décidé de poursuivre et de faire ce qu'on va voir, Judith va vous le réexpliquer, ce que c'est qu'un inventaire topographique, et de nous faire, je dirais quand même, la chance et l'honneur de nous associer. Voilà, donc ce qu'on va vous présenter, c'est ce travail d'inventaire avec des petits éclairages qui ont été apportés par le CAIE, puisque nous, en fait, notre objet n'est pas la connaissance, mais de faire avancer les choses. Donc, nous, notre participation a été déjà de relier le patrimoine avec aussi le paysage, l'urbanisme, et de voir comment on pouvait, à partir de cette étude, déployer des choses aussi bien sur le plan de la sensibilisation, du tourisme, de la réhabilitation des constructions. Voilà. Donc, on va vous raconter cette étape-là, et puis vous montrer ensuite rapidement comment ça va continuer à se déployer. Donc, maintenant, je te passe la parole. Donc moi, de mon côté, vous l'aurez compris, c'est le service de l'inventaire général, service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Et il faut bien se représenter que ce livre sur Écouen, c'est en fait un peu la partie émergée de l'iceberg, mais que derrière tout ça, il y a une longue enquête. Christine de Pisan aurait dit le chemin de longue étude. Donc une enquête qu'on a menée à deux avec Chantal en 2016-2017. Selon la méthodologie de l'inventaire général. Donc ça commence déjà sur le terrain avec un recensement de l'habitat ancien parcelle à parcelle. Et là, vous voyez Chantal en pleine action devant une maison d'Écouen. On remplit des petites fiches sur le terrain avec notre cadastre. Et puis tout ça alimente une base de données qui va nous permettre d'étudier la typologie de l'habitat. On mène également une campagne photographique professionnelle. Là, en l'occurrence, j'ai été épaulée par deux piliers de l'inventaire, Jean-Bernard Vial et Laurent Cruzic, qui a pris sa succession puisque Jean-Bernard est parti à la retraite. Et ce sont eux, en fait, qui ont fait justement les belles photographies que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage et qui en font un des attraits. Et puis, non seulement des photographies, mais également des recherches en archives pour essayer de mieux documenter le patrimoine de la ville. Et en particulier à Écouen, on a la chance d'avoir un fonds exceptionnel qui est le fonds des archives seigneuriales des seigneurs de Montmorency puis des Condés, qui sont aujourd'hui conservés au domaine de Chantilly et qui sont vraiment une très riche mine de renseignements
aussi bien en matière d'archives textuelles, là je vous ai mis un acte de 1551 qui concerne justement une des maisons d'Écouen, et puis aussi évidemment des cartes anciennes qui sont très intéressantes. Et on a exploré aussi évidemment tous les autres fonds, archives nationales, archives départementales, où il y a également beaucoup de renseignements, notamment dans les archives notariales. Donc tout ceci nous a permis donc, de mener cette étude d'inventaire, et puis on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de spécialistes d'Écouen, et là j'en profite pour rendre hommage à celui qui n'est pas là, il est désolé, mais il était retenu ailleurs aujourd'hui, mais on a eu la chance de travailler avec Thierry Crépin-Leblond, et c'est lui qui a justement écrit tout le passage sur le château dans le livre. Donc je vais vous en parler un petit peu à sa place, mais il est bien évident que c'est lui le grand spécialiste de la question. Et puis on a eu la chance de travailler aussi avec aussi bien des historiens locaux que des archéologues. On va vous détailler un petit peu tout ça. Et donc, tout ceci a donné finalement lieu à un livre paru aux éditions Lieu-dit. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires dans cette aventure, en particulier la ville d'Écouen et la communauté d'agglomération Roissy et Pays de France, qui nous ont soutenus dans cette étude. Je laisse maintenant la parole à Chantal pour justement, on va rentrer dans le livre et vous parler déjà du site remarquable qui est aux origines d'Écouen. Voilà, alors je ne vais pas tout dire parce que vous allez découvrir à mesure de notre exposé, et c'est ce qui est fait dans le livre, en quoi ce site s'est déployé au cours le potentiel du site s'est déployé au cours des siècles, ce qu'on peut quand même savoir. Donc Écouen, c'est situé en ligne droite de Paris, en passant par Saint-Denis, à 19 km. C'est toujours un site qui marque une limite, c'est-à-dire que c'est une butte témoin isolée au milieu d'une plaine. La plaine, c'est la plaine de France, donc qui, dans sa partie sud, maintenant est occupée par l'urbanisation. Et Écouen, en fait, marque cette limite encore aujourd'hui, au moment où on se tourne vers le nord. Et la plaine de France est toujours aujourd'hui une plaine agricole, pour une bonne raison, c'est qu'on est, alors je vais le dire quand même parce que c'est intéressant pour nous, puisque ce qui fait que notre étude n'est pas historique mais peut être opérationnelle, on est dans la zone de bruit de Roissy, l'aéroport, donc c'est inconstructible. Je dirais que la plaine de France a une très bonne valeur agricole, mais on sait que dans un certain nombre d'endroits, la bonne valeur agricole ne suffit pas à préserver du développement des agglomérations. Donc ce qui était particulièrement intéressant dans cette étude, c'est que du fait de la zone de bruit d'Écouen, de Roissy, on ne peut pas créer de nouveaux logements. C'est-à-dire que ce bâti qu'on est en train d'étudier, dont on verra qu'il est assez modeste, pas toujours en bon état, il est condamné à demeurer. Voilà, donc c'est cette perspective-là qui a aussi motivé cette étude. Donc Écouen, une butte témoin, dont la partie arrière, sud, donc est entièrement boisée et un petit peu raide, qui s'étend en pente douce face au nord, et donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Il y avait, avant le château d'Écouen, il y avait très probablement un site fortifié qui s'est mis sur les hauteurs, et on va voir que dans l'histoire d'Écouen, c'est un site défensif, puisque c'était un moyen de bloquer les avancées du nord. Le village s'est étendu en dessous, la forêt comme un manteau qui entoure, et tout ça était comme ça au XVIe siècle, et l'est toujours. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Judith. Alors, comme je vous l'ai dit, on a pu travailler avec des archéologues pour voir un petit peu justement quel était le passé d'Écouen. Et en particulier, dans l'ouvrage, vous avez une contribution de Rémi Guadanien qui a fouillé beaucoup sur les lieux. Là, je vous ai mis à l'écran une découverte importante, c'était celle d'un four de potier gallo-romain en 2014. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que apparemment, d'après les fouilles qui ont pu, ou les sondages qui ont pu être menés, l'habitat, le site a été occupé dès les époques même préhistoriques et historiques, antiques, mais plutôt en plaine, le long de la vallée du Petit-Rhône et puis sur la plaine de France. Et on n'a pas retrouvé jusqu'ici trace d'une occupation sur le coteau, là où se trouve le village actuellement, avant le Moyen-Âge, et il est probable qu'en fait ce soit justement, comme le disait Chantal, pour des raisons défensives qu'on ait eu
probablement un castrum, sur le site d'Écouen au Moyen-Âge. Ça permet de contrôler justement le cheminement dans la plaine de France, la route menant vers Paris. Et justement, cet axe qui mène vers Paris, c'est une route très très importante dont les différents tracés ont pu être étudiés par le biais de l'archéogéographie. On a dans le livre une contribution de Fanny Gosselin du service départemental d'archéologie du Val d'Oise sur ce sujet qui a aussi beaucoup intéressé Chantal parce que le tracé de la route de Paris est structurant pour le village. Voilà, et qu'elle a toute une histoire. Alors, si on comprend bien, vous avez une plaine et vous avez une butte. Donc, en toute logique, on la contourne. Donc, les premières routes, alors on le voit un petit peu sur cette carte, contournées par l'ouest, et on a retrouvé un tracé gallo-romain dans ce qui s'appelait la voirie des Rosiers. Ensuite, alors on ne sait pas, mais on constate, et c'est d'ailleurs le long de cette voirie à l'ouest où coule ce petit ruisseau qui s'appelle le Petit Rhône, où on a trouvé cet habitat avec ce four gallo-romain. Donc, voilà, première trace d'habitat et de trajet au pied de la butte vers l'ouest. Et puis, ensuite, on retrouve un tracé toujours au pied de la butte à l'est. Et puis, mais ça, je laisse pour l'instant en suspens. Tout à coup, la route va passer par la butte, ce qui est la chose la plus étonnante et surprenante, puisque normalement, une grande route de Paris à Dunkerque ne passe pas juste à l'endroit où ça n'est pas accessible. Mais ça, je me tais et je le raconterai tout à l'heure. Et là, je passe la parole à Judith. Donc, cette butte, elle a probablement été occupée par un château médiéval, mais dont on n'a jusqu'ici retrouvé aucune trace, malgré des fouilles archéologiques qui ont été conduites, notamment dans la cour. Il y a eu des sondages dans la cour du château actuel, où on espérait trouver justement des traces de cette implantation médiévale, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas. Mais on sait en tout cas par les textes qu'il y avait bien là une possession importante de la maison de Montmorency qui s'est probablement installée, alors là c'est très hypothétique parce qu'encore une fois on manque de sources, mais qui s'est probablement installée plus à demeure à Écouen à partir du XIVe siècle. Bien entendu, ce que tout le monde connaît et qui fait vraiment la célébrité du patrimoine écouanais, c'est ce magnifique château qui a été construit par Anne de Montmorency au XVIe siècle, à partir des années 1540. Alors c'est un château qui est directement lié à la fortune exceptionnelle du connétable, puisque vous savez qu'il a reçu l'épée de connétable de François Ier en 1538. Alors malheureusement, un moment de disgrâce à partir de 1541, mais à partir du moment où Henri II revient, enfin où François Ier meurt et Henri II prend sa succession, de nouveau un retour en grâce. Anne de Montmorency est vraiment le personnage le plus important de l'État après le roi, le premier serviteur de la couronne. Et c'est ce qui explique les dimensions quand même très importantes de ce château, qui a été conçu pour accueillir près d'une trentaine d'appartements, enfin près d'une trentaine de logis, plus les appartements royaux proprement dits. Donc c'est vraiment un château qui est fait pour accueillir la cour et qui d'ailleurs a bénéficié de plusieurs séjours royaux, notamment sous Henri II, à partir des années 1550. Donc ce château est un superbe manifeste de la Renaissance française et c'est d'autant plus agréable d'en parler ici que évidemment il est directement en lien avec ce qui a pu se passer à Fontainebleau à peu près au même moment. C'est une architecture, vous le remarquez sur cette diapositive qui vous montre l'extérieur du château, c'est quand même une architecture assez austère. Probablement, alors très très dans le style de ce qu'on pouvait trouver dans le Val-de-Loire, et on pense que c'est probablement l'architecte Pierre Chambige, qui était également actif sur le château de Chantilly, qui a pu être l'auteur des plans de ce château.
Pourquoi j'avance plus? Voilà. Donc un château relativement austère, mais avec déjà une décoration très importante au niveau des parties hautes, vous le voyez notamment dans les lucarnes. Et puis surtout, dans un second temps, on a de nouveaux architectes, Jean Goujon puis Jean Bulan, qui interviennent sur le chantier et qui lui apportent un décor plus important. En particulier, vous voyez ici au centre de l'aile occidentale. Donc là, on est dans la cour centrale, évidemment, du château, puisqu'on a un plan très simple, hein, ça forme un quadrilatère autour d'une cour. Et vous aviez ici... Donc sur la droite, les appartements destinés au roi et à la reine, sur la gauche, les appartements destinés au connétable lui-même, et une grande galerie au fond, dans l'aile occidentale, reliant les deux. Sur cette galerie occidentale, un élégant portique rajouté par Jean Goujon avec du marbre, des sculptures qui apportent déjà une note un petit peu plus raffinée à l'ensemble de l'architecture. Et puis surtout, à partir de l'intervention de Jean Bulan, on a le rajout de 2 avant-corps très monumentaux sur les 2 façades de la cour. Ici, celui qui dessert les appartements royaux, à l'intérieur, ça abrite un grand escalier d'apparat. Et vous avez l'emblématique d'Henri II et de Catherine de Médicis qui apparaît sur le portail. Et puis, ici à gauche, une création extrêmement monumentale également, avec justement l'utilisation d'un ordre colossal, le tout encadrant des niches où se trouvaient les célèbres esclaves de Michel-Ange. Donc un déploiement de faste qui se retrouvait également sur l'entrée du château. Alors cette entrée n'existe plus, elle ne nous est connue que par des gravures, en particulier celle-ci, la plus célèbre, c'est la gravure publiée par Jacques Androuet du Cerceau, dans les plus excellents bâtiments de France. Et vous voyez notamment la statue équestre du connétable qui dominait l'entrée, un emprunt évidemment à la tradition italienne de la statue équestre. Mais c'est une aile qui a malheureusement disparu. Elle a été détruite vers la fin du XVIIIe siècle. On a longtemps dit que c'était les Condés eux-mêmes qui l'avaient détruit avant la Révolution. Thierry Crépin-Leblond se demande si c'est pas quand même la Révolution qui a causé la ruine de cette partie. En tout cas, toujours est-il qu'elle a disparu, qu'elle est aujourd'hui remplacée par quelque chose de beaucoup plus austère, construit au début du XIXe siècle par l'architecte Père pour la Maison de la Légion d'honneur, qui a occupé le château après la Révolution, pendant l'Empire. À l'intérieur, évidemment, un décor somptueux. Je n'insiste pas parce que vous connaissez certainement tous très bien le château d'Écouen, mais vous avez vraiment un magnifique décor peint. À droite, là, vous voyez les voûtes de la chapelle avec toute l'emblématique du connétable. Et à gauche, ce qui fait vraiment la renommée d'Écouen, ce sont ces fameuses cheminées peintes qui reprennent évidemment le modèle de celle de Fontainebleau, mais sans reprendre, uniquement en peinture, hein, là il n'y a pas de stuc, mais un très bel ensemble. Ici, je vous en montre un autre détail, ça se trouve dans la salle des armes, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la salle des armes, parce que c'est là que sont disposées les armes, et c'est donc au rez-de-chaussée, la rencontre de Salomon et de la reine de Saba. Alors ça, c'est un ensemble de cheminées qui ont été peintes dans les années 1550, et malheureusement, on ne sait pas exactement par qui. L'auteur en reste encore inconnu, mais on avance souvent le nom d'un certain Bonaventure Navarre, qui aurait travaillé, un élève de Jean Cousin, qui aurait travaillé au château d'Écouen. Et un décor qui a encore été complété un petit peu plus tard sous le règne d'Henri IV, parce que la faveur des Montmorency est également importante à cette époque-là. Et là, cette fois-ci, donc c'est plus Anne de Montmorency, c'est son fils Henri Ier de Montmorency, qui était également connétable, très proche du roi. Et c'est probablement à cette époque-là qu'a été mise en place cette très belle cheminée en marbre, la cheminée de la Victoire, qui se trouve dans la grande salle du roi. Et enfin, évidemment, tout autour du château se déploie un jardin et un parc. Donc Chantal vous a déjà parlé du bois, justement, qui entoure encore toute la colline d'Écouen, qui forme encore 16% de la superficie communale. Et plus près du château, vous avez tout un aménagement réalisé par Jules Hardouin-Mansart vers 1700,
pour celui qui détenait alors le château, c'est-à-dire le prince de Condé. Parce que, en fait, le château est resté plus ou moins dans la même famille, mais en fait, en 1632, le dernier des Montmorency, Henri II, a été décapité sur l'ordre de Richelieu parce qu'il était soupçonné d'avoir conjuré contre le roi. Et du coup, le domaine est passé à sa demi-sœur Charlotte d'Angoulême et en 1696, il est passé dans la branche des Condé. Jusqu'à la Révolution, bien sûr. Alors, l'emprise des Montmorency ne se limite pas au château lui-même, même si c'est évidemment le monument le plus spectaculaire et le plus imposant de leur présence à Écouen, mais ils ont également contribué à la construction de l'église, dont vous voyez ici la façade. Alors, c'est une église qui se trouve, qui est dédiée à un saint inhabituel, Saint Axel, ou Axel, si vous le préférez, à la Picarde. Parce qu'en fait, c'est justement ce saint de la Miennois qui est honoré ici et qui n'est autre que le saint Axel, qu'on trouve dans les pays nordiques, puisque c'est le thème après tout du festival, sous le nom d'Axel. Mais par contre, Axel est une forme quand même très rare. À vrai dire, je pense que c'est la seule église de France qui soit dédiée à saint Axel. On l'a confondu avec un autre saint du Vivarais qui s'appelle Saint-Andéol et dont vous voyez justement une des reliques dans ce beau reliquaire des années 1730 qui a été conservé malgré la tourmente révolutionnaire. Elle a été cachée et se trouve toujours à Écouen. Alors c'est une église, comme je vous le disais, qui doit beaucoup aux Montmorency, en particulier ce sont eux qui ont donné les verrières du chœur. On voit très bien sur cette photo qu'en fait, c'est une église qui, comme beaucoup de petites églises rurales d'Île-de-France, se scinde en deux parties. D'un côté, le chœur, de l'autre, la nef. Alors, un chœur très élancé, typique de l'architecture flamboyante. Là, on est dans les années 1540. Et par contre, une nef un petit peu plus trapue, qui remonte pour le gros œuvre en grande partie au XVIIIe siècle. J'ai pu retrouver dans les archives de Chantilly un certain nombre de documents montrant justement la reconstruction d'une grande partie de la nef à cette époque, mais elle conserve encore une charpente qui est en partie ancienne, qui doit, à mon avis, dater du début du XVIe siècle. Alors ici, vous avez une vue intérieure qui vous montre l'ampleur des volumes. Là, toujours cette emblématique du connétable qui est absolument omniprésente, même si à l'époque révolutionnaire, la clé de voûte qui présentait aussi les armoiries des Montmorency a été bûchée. Ici, quelques détails qui vous montrent la qualité de cette architecture du XVIe siècle. Et puis surtout, évidemment, des magnifiques vitraux qui sont la source de la réputation d'Écouen. Qui se trouve à la fois donc dans le chœur et puis dans la chapelle de la Vierge, au nord. Un ensemble qui a été commandé en grande partie par la famille de Montmorency. Ici, vous voyez justement le portrait des donateurs. Alors, traditionnellement, on dit le connétable, c'est le connétable, ça c'est sûr, et ses fils, mais je pense en fait que le panneau représentant, là vous avez un détail du panneau des enfants, qui est magnifique œuvre des années, alors il est daté, 1545. En revanche, je reviens un peu en arrière, je pense que le panneau qui représente le connétable a été un petit peu retraficoté un petit peu plus tard parce qu'il y a eu une seconde campagne de vitrerie qui date des années 1587 je pense qu'en réalité on n'a pas là Anne de Montmorency mais plutôt Henri, son fils, présenté par Saint-Henri que vous voyez derrière lui. Et faisant pendant évidemment les dames. Je vous montre rapidement parce que voilà, je pourrais y rester des heures, mais ici un panneau qui est intéressant parce que donc c'est le Noli Me Tangere et il ressemble un peu à celui de Saint-Aspect de Melun,
qui est également une très belle église flamboyante avec des magnifiques vitraux. Ici, toujours dans cette même série des vitraux du chœur, une verrière que je vous montre pour son iconographie très particulière autour du Bon Pasteur et qui a la particularité d'avoir été commandée par Odet de Châtillon, célèbre pour avoir plus tard rejoint les rangs des réformés. Et enfin, dans la chapelle de la Vierge, donc celle qui se trouve sur la gauche, un très bel ensemble également de verrières du XVIe siècle, qui, à mon avis, est au moins en partie attribuable à Jean Cousin. Alors, il y a une date, 1544. Vous voyez ici le raffinement des figures. Alors là, on est vraiment dans le style de l'école de Fontainebleau. Hein, ça tombe très bien de vous montrer ça ici. Et ici, un autre détail de la verrière qui est plus à gauche, avec un petit paysage extrêmement raffiné, peint en grisaille. Et puis, on s'est intéressé, évidemment, dans le cadre de l'inventaire, à l'ensemble du mobilier de l'église, pas seulement aux vitraux. Et en particulier, vous avez une belle Vierge à l'Enfant du XIVe et un très joli groupe de l'Annonciation. Alors, malheureusement, badigeonné, hein, mais on ne sait pas très bien d'où il vient d'ailleurs, peut-être de la chapelle Sainte-Anne qui se trouvait dans le bois près du château. Mais en tout cas, une très jolie composition des années 1560. Je pense que si on l'a restaurée, qu'on enlevait le badigeon, ça lui rendrait vraiment tout son attrait. Bon, là, elle est dans une espèce de retable du 19e qui ne lui rend pas parfaitement hommage, mais voilà, c'est quand même une très belle œuvre. Et enfin, pour conclure sur le legs des Montmorency à Écouen, il y a un certain nombre de bâtiments dans la commune qui relèvent également de l'emprise seigneuriale, et en particulier la grande ferme qui se trouvait juste au pied du château et qui était évidemment une source de revenus très importante pour les Montmorency. La grange est attestée dès le XIIIe siècle. Alors, les bâtiments tels qu'ils se présentent actuellement sont, à mon avis, postérieurs, je pense plutôt du XVIIe, mais il reste encore une grange importante qu'on appelle improprement d'ailleurs la grange d'Hym, mais qui était vraiment une grange, tout simplement, et qui a été convertie en salle de spectacle par la municipalité. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les spots là, mais elle a encore conservé sa charpente. En fait, c'est un endroit qui est aujourd'hui occupé par la mairie, la ferme seigneuriale. Et il y avait un certain nombre de maisons également qui se trouvaient dans le bourg, notamment celle-ci dont va vous reparler Chantal dans un instant, parce qu'elle a servi ensuite au XIXe siècle de maison de villégiature, mais au XVIIIe, elle appartenait au Condé. Et vous voyez ici sur ce détail du plan d'intendance de 1787, donc un plan du village où vous voyez bien que, en fait, vous avez le château tout en bas, le grand quadrilatère, le village qui se presse vraiment au pied, et puis une grande pelouse qui a été aménagée par Jules Ardouin-Mansart et qui bloque en quelque sorte l'extension du village vers l'ouest. Et donc, je passe la parole à Chantal qui va justement vous parler maintenant de ce petit bourg qui se déploie au pied du château et qui est l'un des sujets du livre, puisque, bon, le château, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de publications évidemment dessus, en particulier une extrêmement, que je vous recommande tout à fait, de Thierry Crépin-Leblond, assez récente, et faite avec Guillaume Fontenelle. Et donc, bon, sur le château, on a beaucoup de bibliographie. En revanche, le bourg lui-même a été beaucoup moins étudié. Alors, je vais prendre la suite. Et je vais commencer par rester dans un legs des Montmorency qui apparaît de façon moins évidente que ce que Judith vient de présenter. Mais il y avait quand même cette interrogation dont je vous ai parlé tout au début. Comment se fait-il que la Nationale 16, qui est devenue la Nationale 16, passait par la seule butte de ce territoire de la Plaine de France? Donc nous avons enquêté. Et à force d'enquêter, on a trouvé dans les archives, au musée de Sceaux, un certain nombre de documents qui nous ont permis d'éclairer le fait dont on se doutait, c'est que c'était le fait du prince, c'est-à-dire qu'il s'était passé quelque chose.
Et en fait, quand on remonte, alors je vais vous donner des petits éléments. Après, effectivement, je vais quand même, pour en savoir plus, comme on dit, il faudra que vous lisiez tranquillement le livre. Mais quand même, donc, à l'origine des grandes routes de France, c'est les routes des postes, donc qui étaient des routes, en fait, des tracés sur lesquels il y avait un certain nombre de relais pour que les courriers du roi ou ses émissaires puissent changer de chevaux. Elles étaient d'ailleurs destinées quasiment à l'usage exclusif du roi. Il n'y avait que ces chevaux qui avaient le droit d'aller au galop. Donc cette route des postes, on trouve un des premiers états des lieux au XVe siècle, pardon, 16e siècle, en 1584, et effectivement, elle part de Paris. Il y a un relais dont on trouve des traces encore à Saint-Denis. Elle passe à Sarcelles et elle passe au pied des Coins, à Villiers-le-Bel, et elle remonte vers l'usage, Amiens, Dunkerque. Très bien. Et puis en fait, effectivement, au XVIIe siècle, tout d'un coup, la route des postes passe par Écouen. Et on a retrouvé un petit document très intéressant, une lettre d'Henri IV à Sully, dans lequel il se plaint que le maître des postes d'Écouen a perdu son paquet. Ce qu'il appelait son paquet, c'était son courrier, qui était quand même assez important, puisque c'était un document diplomatique destiné au roi d'Angleterre, et donc celui-ci allait être puni. Et en fait, alors il fallait arriver, pour préciser la date, comme les Montmorency ont passé leur temps à être soit complètement proches des rois, soit en disgrâce, jusqu'à une disgrâce totale qui s'est finie quand même par une décapitation. On a effectivement trouvé que a priori, ce changement de route et l'installation d'un relais de poste à Écouen a dû être fait à un des moments très proches où Henri IV était proche de Henri Ier de Montmorency. Voilà. Et on a retrouvé ce plan en domaine de Sceaux. Alors, je ne sais pas comment, si on peut... Bref, alors, si vous regardez... voilà, ouais, on voit là, alors vous ne pouvez pas le lire, mais là, c'est le relais de poste. Donc, ce plan du XVIIe siècle nous montre à la fois, alors, l'ancien tracé. Alors, ils avaient fait, en fait, un tracé le plus proche possible du château, qui passait par le sommet de la butte, qui était un vieux chemin. Et puis, au moment où les choses se sont un peu rationalisées, notamment à l'époque de Truden et de la création des postes et chaussées, partout il y a eu un inventaire pour rationaliser les routes et faire des trajets qui sont un peu plus efficaces. Et il y a eu un projet de détourner cette route et de la refaire passer comme il se devait au pied de la butte par Villiers-le-Bel. On retrouve des états de plans de ce projet. Et puis finalement, à l'époque, le château appartenait au prince de Condé. Ce qu'on voit en vert très joliment dessiné, c'est le jardin à côté du jardin de la maison que Julie vous a montré tout à l'heure. Et on pense que le prince de Condé est intervenu puisqu'il avait intérêt à garder une liaison directe entre son château d'Écouen et celui de Chantilly. Et on voit donc un liseré là, voilà, qui est un projet de déviation sur la butte. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Et c'est quand même important puisqu'il n'y aurait pas eu cette route des postes, qui, bon, au départ, donc on l'a vu, était un usage très exclusif, mais qui est finalement devenu des routes utilisées par les diligences, où on pouvait changer de chevaux, avec en plus le relais de poste à Écouen. Écouen, ça restait un petit village dont on ne sait pas ce qui resterait, et ça lui a permis de devenir un bourg. Alors, ce que vous voyez sur cette photo à gauche, c'est ce qui reste du premier relais de poste. Donc, on voit la route sur le plan, donc a détruit la partie centrale, mais il reste ce qui était des écuries, et qui a été coupé d'ailleurs en biais par cette nouvelle route, et qui est devenue une petite maison artisanale dont on espère qu'elle va être restaurée. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est ce relais de poste, donc là dans son état qu'on retrouve donc très détaillé à la fin du 19e, avec ses écuries, avec tous ces... Donc, ouais. Donc à partir de ça, effectivement, donc c'est quand même un legs des Montmorency. Ce que vous voyez sur ce plan, voilà, on a ici l'ancien chemin de Paris qui passait là, et après on ne sait pas très bien où il allait, au plus près du château, et voilà la déviation qui passe ici. Donc ça veut dire que Écouen, on va avoir non seulement le relais de poste, mais des commerçants, des auberges, des hôtels, qui vont permettre de développer autre chose qu'un petit village. Alors, je voudrais quand même... Voilà, donc, si tu veux dire. Je vais vous dire un petit mot. Voilà.
ne résiste pas à vous lire. Donc on a vu que Écouen, le château, avait eu un destin quand même assez singulier, puisque donc Montmorency, ensuite confisqué, ensuite finalement retransmis au Condé, ensuite reconfisqué pour créer, enfin la Révolution repris par Napoléon pour créer la première maison de la Légion d'honneur, re-rendue après au Condé, et puis finalement re-récupérée. Et je peux vous raconter cette histoire vue par une petite lorgnette, un petit texte de Léon Gozelian, donc, qui était un journaliste écrivain du 19e, écrit en 1839, paru dans la Revue de Paris, qui à la fois donne très bien l'ambiance que pouvait avoir la route de Paris et donne aussi une petite idée de la grande histoire. Sans crime, enfin il exagère un petit peu quand même quand on dit qu'on pourrait oublier Écouen sur la carte de France, mais on serait inexcusable de ne pas consacrer quelques lignes à Madame Dutoc sur l'album de voyage. Dès 5 heures du matin, son hôtel devient un caravansérail aux orientaux près, qu'on ne voit pas souvent à Écouen. Des postillons rouges et camards fument sur la porte de l'hôtel, des postillons camards et rouges enfournent leurs chevaux et retournent en sifflant à leur relais. Des Anglaises, le voile vert abaissé sur les yeux, languissant de faim dans la salle à manger, tandis que leurs domestiques entourent d'un blocus continental tous les beefsteaks de la cuisine, transformés en toutes sortes d'établissements, en boucherie ici, en cabaret plus loin. Là, j'arrive au cœur du sujet. Depuis 38 ans, Madame Dutoc est là, à cette place, parée d'un gracieux battant l'œil le matin, en habit habillé à 2 heures, en robe de soie feuille morte quand la nuit vient, quand les broches s'éteignent et que la basse-cour est tranquille, de tous les chapons qui sont allés dans un monde meilleur. La Révolution a passé, l'Empire, la Restauration, les 2 restaurations, les 2 empires, et Madame Dutoc ne s'est pas plus émue au canon du 18 Brumaire qu'au canon de Saquen. Elle n'a participé à ces transfigurations politiques que par quelques altérations que la prudence l'a obligée de faire subir à sa carte du jour. Au lieu de côtelettes à la soubise, elle appela les mêmes parties de l'animal dans les jours de terreur, côtelettes à la couton. Au poulet à la maringot, elle donna à l'époque moins héroïque de la Restauration le nom de volatile à la Condé. Or cela, rien pour elle n'échangeait à la France, qu'elle peut toujours croire, gouvernée par Louis XV. Voilà, je n'ai pas résisté. Après, je vais accélérer un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est quand même un petit bourg, c'est très modeste. Qu'est-ce qui caractérise toutes les constructions de ce bourg? C'est ce qu'on sait à l'époque, donc on utilise des matériaux locaux, à part, il n'y a pas de pierre dans la plaine de France, c'est du plâtre, du gypse, donc on a d'ailleurs des carrières dans la butte d'Écouen. Les seuls bâtiments nobles qui sont construits en pierre à Écouen, c'est l'église et le château, et puis on a une maison de notaire fin 19e ou début 20e qui devait être assez riche, qui lui a voulu se distinguer. Partout, quelle que soit la magnificence ou la modestie des constructions, c'est des constructions avec des enduits en plâtre, des modulatures en plâtre, le plâtre qu'on retrouve aussi dans les toitures en tuiles pour tous les petits ouvrages associés. Donc là, vous avez à droite, ici, donc on a une ancienne maison qui appartenait avant à un des maires d'Écouen, M. Antôme, qui maintenant est une pharmacie. D'ailleurs, on a posé sur le panneau, un petit panneau qu'on aperçoit ici, un petit panneau chevaux de renfort, c'est-à-dire que la côte pour monter à Écouen était tellement forte qu'elle s'appelait la route de l'Espérance, et qu'il y avait une petite auberge, l'auberge de l'Espérance, juste avant le sommet, et puis après on redescendait. Donc, bon. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, cette ambiance extrêmement rurale. Donc on a 1 ou 2 rues qui ont vraiment des caractères de bourg. Pour le reste, ce sont des maisons rurales avec une particularité très spécifique, avec quoi en tout cas qui a été conservée, des cours communes. Il y en avait 32 sur le plan du cadastre napoléonien. Ce qui veut dire qu'en fait, on vous avait vu sur le plan tout à l'heure, on a très peu de rues. On a 2 rues qui descendent en fait, qui viennent irriguer la plaine de France, qui vont vers la mer. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis on a quelques rues au pied du château, la place de l'église. Et tout, en fait, le village se déploie en arrière-plan, comme autant de hameaux, avec des cours communes, des centres qui donnaient accès à des jardins, quelquefois des successions de cours communes, dont on voit ici, voilà un exemple. Et comme elles étaient en arrière, elles n'ont pas été transformées. Donc en fait, le bâti probablement le plus ancien et le plus conservé d'Écouen, c'est ces maisons de cours communes, dont on va voir que d'ailleurs, elles ont un attrait tel qu'elles ont attiré une villégiature et des habitants très particuliers au milieu du XIXe siècle. C'était aussi une villégiature. Alors, la première villégiature, je dirais qu'elle était un peu snob, c'est-à-dire, alors, c'est très petit, hein, donc c'est pareil. Ce qui est intéressant avec Écouen, tout est resserré, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil, vous voyez tout, à cause du site. Vous ne pouvez pas s'étendre. Donc, au plus près du château, on avait un certain nombre
de construction. On a vu tout à l'heure, sur le plan ancien, donc on avait quelques maisons d'avocats de Paris, voilà, de gens un petit peu chics. Comment on voit que c'était des maisons de villégiature? Elles avaient, pour la plupart d'entre elles, des petits belvédères pour avoir la vue, donc ce qu'on voit sur cette construction. Comment on les distingue des maisons anciennes? En fait, c'est exactement la même organisation, sauf qu'elles ont une modénature plus sophistiquée. Là, on voit cette maison probablement de fin 18e, Judith, si tu veux compléter, voilà. Ça, alors cette maison a une histoire très étonnante. Elle a été la maison d'un missionnaire, Jean Levacher, qui s'est fait tuer dans la bouche d'un canon par le bey d'Alger. Ensuite, on dit qu'elle aurait en fait appartenu à Jean Bulan en amont, et enfin, elle a été une des maisons des peintres des coins. Donc celle-là est juste sous le château. Là, une belle maison du 18e qui, justement, a conservé son parc, donc ça vous donne une idée, justement, de ce que c'était cette villégiature du 18e siècle. Alors, ensuite, de la campagne à la banlieue. Ça, c'est un destin que toutes les communes de la région parisienne ont connu. Alors, ce qui est spécifique à Écouen, c'est, on va voir cette école des peintres, mais je parle d'abord la parole à Judith sur le fort, qui est aussi quelque chose de particulier. Alors oui, juste quelques petits mots sur le fort, puisque en fait, derrière le château que tout le monde connaît, eh bien, il y a un fort qui fait partie de toute cette ceinture de forts serrés de rivières qui ont été mises en œuvre après la défaite de 1871. Et donc, alors c'est un lieu qui est maintenant fermé au public puisqu'il accueille notamment les réserves du musée d'Écouen et une partie des réserves du musée de Cluny. Mais il est tout à fait typique en fait de cette architecture militaire des années 1870. Alors, deux mots très rapides sur l'école des peintres d'Écouen. Alors, l'école des peintres d'Écouen est tombée absolument aujourd'hui tout à fait dans l'oubli, en France en tout cas. Par contre, elle a conservé dans les pays anglo-saxons énormément, et notamment aux États-Unis, une réputation très importante, puisqu'en fait, elle a été, on peut dire, cofondée par, il y a Pierre-Édouard Frère qui était d'Écouen, mais par un afflux de peintres anglais et des États-Unis, dont Marie Cassatt, qui est venue faire un séjour, se former, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle l'école rustique. Donc, j'ai un petit texte là qui est du milieu du 19e. Voilà comment est décrit le village des peintres. Il existe non loin du cottage bien connu de Montmorency, un gracieux village, diminutif artistique de Barbizon et qu'on appelle Écouen. Voilà. Il s'est établi une colonie de peintres dont quelques-uns sont déjà parvenus à la célébrité. Donc, en fait, c'était les peintres rustiques. Ce qui a attiré à Écouen ces peintres, ce ne sont pas le château, c'est le fait, ils venaient, je dirais, ils venaient en tourisme comme les Européens allaient en Afrique. Ils venaient examiner et peindre ces petits villageois qu'ils payaient 5 sous en sabots, vivant dans leur truc en terre battue. Voilà. Donc ils peignaient ça. On a à côté de ça une autre forme de nature qui sont les peintres animaliers. Alors voilà, il y a la mairie d'Écouen a une galerie qui possède un certain nombre de ces tableaux. C'est vrai que voilà, je ne sais pas, la valeur artistique, ça s'inscrit pour les anglo-saxons dans une tradition justement de peinture réaliste, de peinture de paysage, et eux continuent à venir en pèlerinage à Écouen pour voir cette peinture. Mais ça mériterait quand même d'être réhabilité. Alors dans Écouen, on trouve des tas de traces de ces peintres, parce qu'en fait, il y avait les plus riches, on va voir, qui sont construits des très belles maisons. Mais les étudiants venaient en séjour, le train venait d'être ouvert en 1859 à Villiers-le-Bel, puis en 1877 à Écouen même. Et ils venaient en séjour, en colocation, on retrouve des textes qui expliquent, voilà, ils venaient apprendre à peindre et s'imprégner de cette rusticité. Donc là, ce qu'on voit, c'est des verrières, donc dans des maisons transformées. Et une des plus belles maisons, qui est celle de Pierre-Édouard Frère, qui était le fondateur de l'école d'Écouen, qui au début habitait une petite chaumière, et on voit effectivement que ça lui avait tout à fait profité. Alors, ça, c'est une forme de villégiature particulière. Il y a une villégiature qui s'est poursuivie avec des grandes villas de la bourgeoisie parisienne, dont on voit ici quelques-unes. Voilà, alors le Castel, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais qui est tout à fait caractéristique de la région parisienne. Ce qui fait qu'à Écouen, c'est différent, c'est le site. Et puis,
ce côté très ramassé, en sachant que, bon, toujours l'histoire de la butte, la route, on a pu la faire passer là, mais là, le chemin de fer, il n'en était pas question. Donc le chemin de fer, logiquement, a contourné la butte et a repris en fait l'itinéraire de la vieille voie des Rosiers archéologiques. Donc ça veut dire que la gare est en fait à 1 kilomètre des coins, ce qui a fait que la ville s'est développée entre la gare et le vieux bourg et que le bourg est resté dans son jus et n'a pas été démoli. Donc en fait, c'était une chance. Voilà, donc ce qui apparaît à cette époque-là, on quitte. Il y a une architecture très colorée, on quitte les matériaux locaux, on a une industrialisation aussi des matériaux. Et voilà, et là, on a, donc ça se décline de la belle maison de campagne, on a des petits lotissements et pavillons, on a même voilà, une petite série de chalets de construction légère en série, ça va jusqu'au cabanon. Et puis, on a donc un travail, on continue à trouver des maisons avec un usage traditionnel du plâtre, mais on a toute une polychromie avec en plus donc certaines céramiques qui ont été faites par des peintres locaux. Voilà. Et c'est vrai que c'est voilà cette ça c'est la production en série. Ouais, ça c'est en série, je disais non mais en général voilà ça c'est cette photo là est assez intéressante puisqu'on voit que c'est sur une construction ancienne qui ont été réaménagées et rebâties à la fin du 19e et au début du 20e dans la même typologie urbaine, voilà, des constructions avec cette polychromie. Alors on a, comme c'est tout modeste, c'est pareil, on ne va pas avoir des grands noms, mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant, un architecte des coins bourgeois dont on retrouve la signature sur un certain nombre de constructions. Voilà, ça c'est sa maison à lui, et voilà cette poste un peu incongrue à côté de l'église Saint-Axel qui a été rebâtie sur une maison ancienne. Voilà, alors, et quoi, vraiment vous donner à la fois envie d'y aller, peut-être de lire le livre, mais d'y aller, c'est ce qui est très intéressant. Bon, d'abord, le site est vraiment magnificent, et le château est là pour exister en lui-même. Et puis on a, voilà, en très très peu d'espace, on a quelque chose qui se décline, où on a du XVIe siècle à aujourd'hui, et tout ça s'est mis en harmonie, et en discrétion aussi, c'est-à-dire que le bourg est resté toujours, on est quand même un peu dans un rapport de domination et d'échelle entre le château et le bourg. Voilà, enfin si ça vous dit, Journée du patrimoine, on fera sûrement, on en fait depuis 3 ans, tous les ans, une visite, balade urbaine, peut-être une conférence, voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est la déclinaison de notre étude, qui n'est pas que le livre. Donc, bon, la page, vas-y. Oui, donc pour ceux qui connaissent l'inventaire, la traditionnelle base de données Gertrude, voilà, qui est avec ses petites fiches. Et puis il y a aussi une déclinaison sur une application de tourisme développée par le département Val d'Oise My Balade. Alors là, c'est pas encore en ligne, hein, on est en train de faire les fiches, mais ça vous propose des petits circuits de randonnée tout en voyant du patrimoine. Et puis, comme vous le disiez Chantal, on fait aussi des visites et des conférences, notamment pour les journées du patrimoine. Et enfin, un aspect sur lequel je laisse Chantal conclure, justement ce que ça peut apporter cette étude à la préservation du patrimoine des Couans et au plan local d'urbanisme. Bon, on a essayé d'intégrer un certain nombre des conclusions d'études dans le document d'urbanisme, je pense que vous savez tout ce que c'est, voilà, qui donne des contraintes et permet de protéger un certain nombre de constructions. Et puis tout concrètement sur le terrain, on essaye de conseiller les particuliers. Il y a probablement une construction qui va faire l'objet de réhabilitation avec la Fondation du patrimoine. Voilà, on essaye un peu de rendre opérationnel, de sensibiliser, que ça ne reste pas juste un ouvrage voilà, qu'on a bien aimé faire, un peu savant, voilà. Donc c'était une collaboration. Moi je remercie vraiment l'inventaire de m'avoir associé. J'ai beaucoup appris, j'ai un peu souffert parce que c'est une approche méthodologique à laquelle je ne suis pas habituée, je suis plus appréciée. Et en même temps, moi j'ai pu apporter cet ancrage local et on espère. Je ne sais pas si on aura d'autres expériences comme celle-là, mais c'était vraiment. C'était très enrichissant pour les deux. Et juste pour terminer, si vous voulez acheter le livre, n'est-ce pas, il est en vente sur notre stand qui est juste derrière vous, parmi les différents éditeurs d'art. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a d'autres livres aussi, dont un qui sera présenté demain sur Cité Jardin. Alors, je voulais dire une chose, bon, pour finir, assez amusante. Donc, le livre est petit parce que c'est vrai que le patrimoine, bon, le château fait l'objet d'autres publications beaucoup plus savantes et le bourg en lui-même, je ne justifiais pas. Donc, il n'est pas cher et il est petit. Et alors, à l'office du tourisme, les gens, on m'a raconté que les touristes qui viennent avec moi maintenant l'achètent comme un guide touristique et se promènent dans la ville
pour essayer de retrouver ce qu'il y a sur les photos et de voilà. Donc j'ai trouvé que c'était excellent, c'est-à-dire que voilà, il remplit bien son emploi et les gens se l'approprient du fait aussi que le fait que ce soit à la fois savant et simple et abordable. Voilà, c'était pour conclure.